À l'approche du tant attendu Classico de ce samedi 24 octobre, nous avons décidé de revenir sur le dernier match des hommes de Zinedine Zidane afin de dresser la dynamique du Real Madrid, mais aussi celle du FC Barcelone en compagnie de Gabin, supporter des Catalans, et Yacine, spectateur neutre ayant suivi les deux équipes. C'est l'avant-match du Classico et c'est l'épisode 2 de Saveur Merengue. Bonne écoute. On espère que vous allez bien. On vous remercie d'avoir écouté le premier épisode. Si vous aviez des retours d'ailleurs que vous n'aviez pas pu faire encore, n'hésitez pas. Et de toute façon, vous pourrez faire vos retours sur cet épisode-là. On va commencer par parler de la débâcle du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk hier à Valdebebas à 19h, pour être précis. David, c'était quoi la compo déjà de cet infâme match? Euh, Zidane a changé euh, plusieurs joueurs que celui qu'il avait aligné face à Cadiz. Bon, en goal, t'avais toujours Courtois. À droite, il a mis Mendy pour, je pense, reposer Nacho. Dans l'axe, avec la blessure de Ramos, il y avait Militao Varane. Et à gauche, Marcelo. Au milieu, il a sorti Kroos, il a mis Valverde et Casemiro, Modric avec Modric, et devant, il a mis Benzema sur le banc pour le reposer, je pense, aussi. Ouais. Il a mis Jovic, à droite Asensio, à gauche Rodrigo. Et en face, Shakhtar avait aussi beaucoup fait tourner par rapport au Covid. Je crois qu'ils Ouais, avaient ils avaient beaucoup 9, d'absents, ouais. ils avaient 9 joueurs absents et surtout des titulaires, quoi. Mm. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes côté Shakhtar, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y avait des joueurs que moi je connaissais pas. Il y en a que je Ouais. connaissais mais qui étaient pas là. Les San Patrick, les Mhm. Tyson. Ok, ok. Et Ouais. vas-y. Bah du coup, enfin juste avant peut-être de traiter le match directement, déjà rien que le choix de la compo, je pense qu'on peut relever quelque chose. C'est que il y a une certaine incohérence dans le turnover parce que à la base on voulait parler de Cadiz et de Levante, et de parler notamment peut-être de la perf de certains joueurs. Le Shakhtar est bien plus parlant pour ce dont on aurait à traiter là pour l'avant-match du Classico. Mais là, ce soir, il met Modric dans le 11, alors que le week-end passé, il était totalement rincé. Il avait aucune forme, il était totalement... il aurait été bien de le dispenser de ce match, quoi. Et autre chose, c'est que pour le coup, Vinicius qui commence pas le match, là on arrive à présager plus ou moins si ça peut être justement pour le lancer pour samedi, Ou par rapport à étant son donné. mauvais match face à Ouais, Cadiz. ouais. Mais en tout cas, le 11 il avait à la fois de la cohérence sans comprendre trop certains choix. Oui, oui. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, moi, il y a des choix que j'ai compris, il y en a d'autres que moi. Modric, je pense qu'il l'a remis pour lui redonner un peu de rythme et de confiance parce que ça faisait longtemps que j'ai pas vu un aussi mauvais Modric que face à Cadiz. Mm. Par contre, devant, j'ai pas compris. Euh, Ouais. on dit, c'est la... Je suis pas du tout fan de la configuration Asensio à droite et Rodrigo à gauche. Il avait déjà essayé la saison dernière après la reprise post-Covid. J'étais pas fan. Franchement, je suis pas fan. Rodrigo, c'est toujours aussi neutre. Asensio, ailier droit, j'ai du mal parce que Bah, c'est pas son c'est poste. pas un ailier de couloir, il va se recentrer. Mm. Et aligner un trio d'attaque comme ça après une débâcle, enfin après une honte proposée face à Cadiz, j'ai du mal. On dirait qu'il a pris ce match un peu à la légère, tout en voulant Ouais. reposer ses cadres entre guillemets pour le match à venir. Sauf que là, tu te mets dans de mauvaises dispositions, hein, Mm. de perdre à Ouais. domicile, comme, enfin face à une équipe qui est considérée comme beaucoup la moins forte du groupe. Ouais.
Comme tu as dit, ouais, il avait énormément sous-estimé l'adversaire et ça s'est vu dans l'approche du match, en fait, dans l'approche tactique, où clairement, en mettant Rodrigo et Asensio dans ses rôles d'ailier avec Jovic, il a eu une approche que, sincèrement, on va dire il entraîne le Real depuis 2016 avec une période d'un an coupée, en sachant que normalement, il nous avait garanti à son retour qu'il avait appris certaines erreurs et que bon, il allait prendre un peu plus le pas, notamment tactiquement. Euh, Fin 2020, à arriver en Ligue des Champions et se dire on va balancer des centres dans la surface parce qu'il y aura Jovic, notamment pour les reprendre de la Pour tête. un joueur qui est pas. Enfin, c'est loin d'être sa qualité première. C'est très grave, c'est très grave et surtout le milieu, il était désorganisé comme pas possible et notamment parce que tu donnes aucune rigueur, aucune consigne et le meilleur exemple, bah, c'est la performance. Je sais même pas avec quel mot définir sa performance, mais je pense lui on en parlera après le Classico même. Mais la performance de Casemiro où il était total, il jouait plus en avant que Modric et Valverde, alors que Modric était censé être quand même la personne qui allait encore malheureusement devoir organiser le jeu étant donné le milieu qu'il a mis en place. Et tu te retrouves avec un 6 qui jouait comme un 10, qui jouait presque dans les 30 derniers mètres, qui avait un mouvement totalement incompréhensible. Et ça a donné lieu à toutes les transitions offensives et toute la foudre qu'a mangé le Real pendant tout le match par le Shakhtar. Et ça c'est encore plus... on va dire que ça s'est encore plus noté que contre Cadiz, parce que là, l'équipe d'en face avait plus de qualité encore. Oui, clairement. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu et si nos auditeurs ont vu, il y a des screens qui, enfin, j'ai vu aujourd'hui qui traînaient sur Twitter où tu voyais Ouais. Casemiro vraiment 10. Ah oui, ah oui, Euh, mais clairement. Varane montait hyper haut, suivre son attaquant Ouais, sans réfléchir à ce qu'il laisse derrière lui et ce qu'il est compensé derrière lui. Pareil pour Militao. En fait, ouais, totalement. t'avais un bloc hyper désorganisé. Mm. C'était hallucinant de te faire manger à chaque transition du Shakhtar. Mais ça, Ouais, ça c'est pas nouveau, ça on le voit depuis le début de la saison que chaque équipe nous fait souffrir en transition parce que clairement. Et sur... parce que t'as pas un pressing cohérent, parce que t'as pas une structure cohérente, alors que la saison dernière au moins tu t'évitais de te manger ces transitions là. Et Ouais. cette saison-là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si veut tenter quelque chose, si les joueurs sont peut-être moins en forme avec ce calendrier compliqué, mais je comprends pas comment ça se fait que la saison dernière, tu gérais ces transitions-là de l'équipe adverse, tu avais un pressing à peu près cohérent, et cette saison-là, que ce soit face à Cadiz, que ce soit face au Shakhtar, t'as rien de Mm. cohérent, t'as rien de visible dans le jeu qui, Mm. qui se voit où tu te dis ouais il y a une petite idée de Zidane derrière ça. Non tu vois rien. Et d'ailleurs je sais pas si t'as vu ce tweet là pour un Mm. peu plus surligner mon propos sur le contre-pressing inexistant du Real. J'ai vu une stat sur la première mi-temps. Shakhtar ils ont eu 9 fois une possession de plus de 1 minute 30. C'est dire à quel point C'est énorme. t'avais pas de... C'est C'est énorme. énorme sur une mi-temps. Sur une mi-temps. C'est... Ouais. En C'est à fait, l'image du match, de toute façon, du contenu. ça veut dire c'est pendant plus de 10 minutes en fait, t'avais le ballon confisqué euh, et parce que En il y avait aucun étant... pressing. Ouais. T'étais ni bas, en Ouais. fait, t'étais ni bas, t'étais ni haut. Je sais pas, t'avais des espaces entre les lignes. C'est énorme. Franchement, c'était Bah, de toute catastrophique. façon on a vu comment, en plus, le manque de Ramos s'est fait ressentir dans toute cette gestion-là, parce qu'on a vu Varane et Militao plus qu'en peine. Hein, Ah bah après ça la c'est performance de Militao, ça a été... ça c'est Il s'est mangé des rafales dans le dos pendant tout le match, et Varane a vraiment été aussi perdu que Militao. C'était...
Ouais, mais Avec en plus le fait que devant eux, Casemiro il les a clairement lâchés et les a exposés comme pas possible. en fait, quand t'as pas une C'est. structure là, tu t'exposes Ah, à clairement. ça. Parce que, enfin, Militao, moi, je l'aime bien, de base. Ouais, Mais pareil. Pareil. sur ce match-là, enfin, je me disais, mais son cerveau, il fonctionne. C'est-à-dire il suivait son vis-à-vis très très haut. Et il laissait Ouais, des espaces derrière son dos, mais qui n'étaient pas couverts parce que Casemiro était haut, parce que ouais. Marcelo a décidé de plus jouer au football en 2020. Non, mais du coup, enfin, Non, non, mais ouais, c'est ouais, il ouais, y c'est a, totalement. il Ouais. y a une situation où c'est C'est, en fait, ça Marlos, revient. où c'est Ouais. Marlos qui se retrouve face à Courtois, mais quand tu regardes comment il se retrouve face à Courtois, c'est gaguesque en fait. C'est Ouais, gaguesque. ouais, C'est ouais, gaguesque, clairement. c'est-à-dire que tu as une passe qui traverse tout le terrain et qui fait que Marlos est en 1 contre 1 avec Courtois. Et bon, après, Marlos rate sans tir, mais pour te dire à quel point le bloc était désorganisé. Et ça c'est Zidane, hein, ça c'est. Ouais. Bah, de toute façon, ça, ces séquences-là, on les a même déjà vues avec Ramos quand il est en peine, quand les joueurs autour de lui sont en peine, que ce soit Casemiro ou Marcelo défensivement. C'est souvent après, sur ces phases-là, d'ailleurs, qu'on tombe sur lui et qu'on dit, ah, regardez le meilleur défenseur du monde, comment il se fait avoir dans le dos, alors que non, c'est. Voilà. Bon, ça, c'est à part. Mais en vrai, ce que tu as relevé d'intéressant, finalement, en fait, c'est dans la continuité du fait que, bon, bah, en fait, depuis qu'il y a eu le retour de Zidane, il n'y a pas eu réellement de projet de jeu lancé ou tenté. Et quand tes individualités commencent à s'essouffler réellement, notamment à cause du rythme hors norme de match qu'il y a depuis le Covid, bah, t'as plus les individualités pour te couvrir et pour te cacher derrière elles lorsqu'en fait ton équipe travaille pas assez et tu t'as pas d'idée de jeu. Et là, contre le Shakhtar, c'est plus qu'un signal d'alarme. Là. C'est une équipe qui explose complètement dans tous les aspects possibles. Que ce soit pressing, construction de jeu, animation offensive, relance, Y a rien, y a il n'y a rien. pas un aspect, Y a il n'y a rien. rien du tout. T'as, C'est insuffisant et c'est inquiétant. t'as l'impression que rien n'est maîtrisé. Après, on n'a pas parlé, mais la deuxième mi-temps, il y a un peu de mieux. Parce que Mm. tu mets un peu plus d'intensité dans le pressing, tu vas aller chercher un peu plus haut et que le Shakhtar commence à, entre guillemets, paniquer parce que la première mi-temps, ils sont baladés et d'un coup, Mm. t'as le Real qui se réveille. Du coup, ça fait une sensation de peur de Shakhtar. Bon, après, tu joues à domicile, tu C'est gagnes ça. 3 contre le Real, je peux comprendre. Mais une fois que Vinicius met son deuxième but, le Shakhtar décide Ouais. de reculer vachement. Et là, tu Mm. vois toutes les limites d'une équipe de Zidane, c'est-à-dire ne pas savoir Ouais, attaquer clairement. un bloc bas. Et ça depuis qu'il est là en fait. Même avec ses tauliers au pic de leur forme, t'avais toujours du mal à attaquer un bloc bas. Sauf que là, sauf qu'il s'en sortait avec ses individualités, parce que Marcelo était à un niveau stratosphérique, parce que Modric était à un niveau stratosphérique, parce que C'est t'avais ça. une machine dans l'axe qui était Cristiano, qui prenait tous les centres, qui aimantait les ballons. Et là, Qui une fois coupe, que ouais, qui. tes individualités ils lâchent, bah, euh, le manque d'idées face à un bloc bas, ça se voit, mais directement. Mm. J'ai C'est trouvé ce qu'on le, avait j'ai en. trouvé la deuxième mi-temps face à Cadiz encore plus triste parce que encore chez Acteur ils ont quelques qualités, ils sont souvent en Europe, ils sont demi-finalistes de Ligue Europa, mais Cadiz c'est un promu et deuxième mi-temps, tu sais, t'as pas une situation claire de but. À part le tir de Benzema, mais ça c'est un exploit individuel de Benzema qui se le crée tout seul Ouais. l'action. Tu sais pas attaquer, t'as Mm. pas de mouvement, enfin, pour terminer mon propos, je vais être clair, l'équipe de Zidane, je globalise, ne sait pas attaquer des blocs bas. Et ça, depuis que Ah, Zidane est clairement. là en poste, je parle depuis 2016, pas depuis qu'il a repris l'équipe. Et ça, j'ai pas l'impression qu'il le Ouais, travaille. ouais. Et juste vite fait pour rebondir sur un truc que t'as dit,
Finalement, c'est drôle, mais cette situation, on dirait, on est en train de revivre presque un peu ce qu'on avait vécu en fait après la saison du doublé où on fait le back-to-back-to-back. Où vraiment là, ouais, comme tu dis, on s'est confronté à toutes les limites de l'équipe parce que tu as eu des individualités qui se sont essoufflées et que tu n'avais plus la même synergie et le même momentum où tous tes cadres ils étaient à leur pic et vraiment. Et où les carences de Zidane, où là, certes, c'était beaucoup plus excusable, il y avait des fuites dans tous les sens et on le voyait notamment, surtout dans l'animation offensive, je me rappelle. Mais du coup, Gabin, Yas, vous qui avez regardé le match, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au match pour compléter nos propos? Ouais, alors ce que j'ai pensé du match, moi je pense que c'est surtout un match qui résume assez bien tous les mots du Real en ce début de saison. Une équipe sans réel fond de jeu, sans réel fond de jeu, un 11 de départ qu'on peut à ce stade toujours pas définir. Mais bon, étant donné la situation actuelle, ça peut être une circonstance atténuante. Et oui, je pense que vraiment un match voilà, où il y a un Shakhtar qui sait quoi faire avec le ballon, que l'équipe soit décimée, qui sait quoi faire avec le ballon, qui sait ce qu'elle fait sans ballon aussi, qui respecte son organisation, etc. Et on voit que voilà, le Real a été perdu face à ça, comme l'a mentionné après David. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, mais voilà, on voit que voilà, c'est très insuffisant, que voilà, il y a un réel manque de fond de jeu où voilà, on s'appuie sur les années précédentes sur les individualités pardon, et sauf que cette fois bah, on se rend compte que ces mêmes individualités là bah, elles commencent à prendre de l'âge on va dire et voilà quoi, faudrait peut-être leur donner un cadre. Il y a aussi une nouvelle génération qui arrive avec des joueurs comme Rodrigo. On peut aussi mentionner Asensio qui est assez jeune, qui est assez jeune comparé au cadre. L'arrivée par exemple de Valverde, etc. Donc très clairement, je pense que c'est compliqué pour de tels joueurs de se mettre au diapason dans une aussi grande équipe que le Real sans vraiment de fond de jeu. Donc on voit quand même certaines fulgurances, etc. Mais ça reste insuffisant. Et aussi, on peut mentionner aussi les deux buts inscrits par le Real qui sont. Il y en a aucun, il y a aucun but dans le jeu. Enfin, du coup, il y a une récupération haute de Vinicius, une frappe venue d'ailleurs de Luka Modric. Et même, on peut même mentionner, je trouve, enfin, je pense, le but le but refusé de Valverde où voilà, il y a énormément de réussite et c'est vraiment ce qui symbolise le Real pas depuis ce début de saison, depuis quelques temps. Depuis quelques temps, même si voilà, il y a eu un peu de mieux post-Covid. Mais voilà, je pense un match qui résume assez bien les carences du Real, les carences du Real depuis quelques temps. Ouais, vraiment, ouais, c'est exactement ça. Du coup, ça vous situe un peu la dynamique actuelle du Real, où on est vraiment dans un fond de jeu qui est insuffisant, qui est inquiétant. Du coup, on va passer à la dynamique du Barça, et on va demander du coup bah, à Gabin comment un peu se passe cette nouvelle ère, entre guillemets, de Ronald Koeman, et quels sont les premiers retours à travers les différents matchs que toi, je sais que tu as assidûment suivi. Ouais, ouais. Alors pour évoquer le Barça de Koeman, donc on a l'arrivée de Koeman dans un contexte un peu compliqué, on connaît, avec la direction du Barça, etc. Donc Koeman, il arrive et tout de suite, il essaye d'installer un 4-2-3-1, donc ce qui est spécial en Catalogne, parce qu'on connaît l'amour pour le 4-3-3. Donc il installe un 4-2-3-1 avec un double pivot avec De Jong, le joueur qu'il avait en sélection avant. Donc il installe aussi Coutinho en meneur de jeu. Donc il libère un peu Messi des tâches, dans la construction du jeu. Il lui donne un rôle, beaucoup plus offensif. Après, est-ce que ça fonctionnera? On verra. Faut mentionner aussi qu'il y a, les départs de Suarez, Vidal et Rakitic cet été. Donc, c'était 3 joueurs qui étaient dans le 11 et qui posaient beaucoup de problèmes.
Donc pour l'instant, on a eu un contenu assez on va dire, paradoxal parce qu'il y a les 2 premiers matchs face à Villarreal et face au Celta. Donc face à Villarreal, tu as un match d'ouverture où le Barça de Koeman fait bonne impression. On gagne 4-0 à la mi-temps. Ensuite, dans la continuité, le match face au Celta, c'est le meilleur match, pour l'instant sous Koeman. Et puis ensuite, il y a le match face à Séville, donc on connaît la force de Séville et leur bloc bas et directement on retrouve les carences, du Barça, de Setien et de Valverde. Donc on se pose un peu de questions. Et puis ensuite, il y a le match face à Getafe, une équipe qui est un peu dans la même disposition que Séville, dans des mesures différentes. Et puis là, c'est pareil, comme face à Séville, les mêmes carences. Donc il y a un manque de profondeur, il y a un manque de verticalité. On retrouve les problèmes du Barça au niveau des ailiers et des latéraux. Donc ensuite, il y a eu le match de C1 hier. Et là, Koeman prend la décision de mettre Trincao et Pjanic à la place de Busquets et Griezmann, qui avaient été complètement mauvais sur les 4 premiers matchs. Et là, directement, tu vois un changement sur l'aile droite avec Trincao qui dynamise son aile, avec Pjanic qui apporte beaucoup, beaucoup plus de choses que Busquets, qui est beaucoup mieux physiquement et dans ses prises de décision. Donc l'approche face au Real, la vraie question c'est est-ce que Coman va continuer avec Trincao Pjanic ou est-ce qu'il va réaligner Busquets, Griezmann qui ont été mauvais lors des 4 premiers matchs. Donc est-ce qu'il a tiré les bonnes conclusions? C'est ça pour l'instant la question qu'on se pose avant le match face au Real. D'accord. Yacine, David, est-ce que vous Non, avez un moi, peu... moi j'ai pas tout vu du Barça depuis le début de la saison. J'ai vu par bribes, une mi-temps par-là, une mi-temps par-ci. Euh, Face à Celta Vigo, j'ai été agréablement surpris par ce qu'il proposait, surtout par le pressing du Barça. Le Celta n'arrivait pas du tout à ressortir le ballon. Et même à 10, le Barça était vraiment vachement haut. Ça m'avait surpris et agréablement surpris. Par contre, face à Séville, je suis assez d'accord avec Gabin. Ils étaient, j'ai l'impression que c'était de voir le Barça de plus de septième que celui de Valverde, c'est-à-dire beaucoup de stérilité, Ouais, euh, voilà. pas, comme a dit, pas de profondeur. Et même Messi, je l'ai trouvé en dedans. Je sais pas, peut-être il était pas dans son assiette depuis le début de saison. Je sais pas, il a pas l'air très très en forme, très très concerné. Mais oui, dans le jeu, j'étais. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu plusieurs approches face à Celta. Il y a eu vraiment, c'était intéressant au niveau de pressing. Et face à Séville, la deuxième mi-temps, je trouvais que Séville arrivait assez facilement à ressortir les ballons et que si Séville euh, avait négocié quelques ballons plus intelligemment devant, il pouvait gagner le match. Après, à Séville, ils ont des joueurs enfin, que je trouve personnellement très très moyens devant avec El Nesri, avec Sousso. Et même au Campos, ça c'est limite. Et face à Getafe, c'est compliqué parce que c'est l'équipe pour moi la plus pénible à jouer d'Europe. Donc je pense que toutes les équipes d'Europe vont avoir du mal à les jouer. Eux, ils savent ce qu'ils ont à faire, Getafe. Donc c'est normal que ce Barça-là qui est encore en rodage, c'est quoi, c'était le 4ème, 5ème match de Coman face à Getafe. Je trouve ça, Ouais, quatrième. ouais, je trouve ça normal qu'ils aient plus de difficultés face à des blocs plus resserrés parce que c'était déjà le problème avant lui. Mais ça peut se régler, comme a dit Gabin, par des ailiers plus percutants, moins neutres que Griezmann, euh, peut-être par un repositionnement de Fati dans l'axe, on ne sait pas encore. J'ai vu Dembélé qui a joué aussi face à Getafe. Coman a Ouais, il a plus, fait une bonne entrée. ouais, Coman a plusieurs possibilités devant. Euh, à voir comment il va manœuvrer ça. Mais moi, je trouve que ça a l'air plutôt intéressant le début de saison de Barça, niveau dynamique. Ouais, il y a des bonnes choses à noter. Après, reste à voir si Coman va aborder le match face au Real avec Trincao sur l'aile droite ou s'il va réaligner Griezmann en fait. Parce que le cas Griezmann, on connaît depuis le début de saison, que ce soit en sélection ou au Barça, il est plus haut niveau. Et il pose un gros problème au Barça offensivement parce que tout se regroupe dans l'axe. Il y a une aile droite qui est complètement bloquée. Donc reste à voir si justement il y aura l'alignement de Trincao ou peut-être de Dembélé. Mais bon, Dembélé, il y a quand même pas mal de carences aussi de son côté techniquement. Puis à droite, Sergi Roberto, Voilà. Il y a aussi pardon. le problème des latéraux. Donc, il y a Dest qui a été recruté, mais pour l'instant, il a joué à gauche parce que Alba était blessé.
Donc là, vu qu'Alba devrait revenir lors du Classico, est-ce qu'à droite, il va aligner Dest ou est-ce qu'il va être dans la continuité avec Sergio Roberto qui est aussi exécrable depuis très longtemps? Donc voilà, c'est ça la question en fait. Mais surtout que aussi, il y a eu beaucoup de débats sur Busquets et son rôle dans un double Ouais, ouais. pivot. On a vu que en sélection, Luis Enrique l'avait testé avec Mikel Merino, le joueur de la Sociedad. Ça avait plus ou moins déçu les observateurs de la Roja. Toi, t'en penses quoi de ce double pivot installé par Coman depuis son arrivée? Bah déjà, je pense que dans un double pivot, Busquets, il a plus le niveau physique. Donc déjà, ça, il n'y a même pas de question à se poser, on le sait à peu près tous. Après, à côté, il y a De Jong. Donc Coman, il le connaissait déjà en sélection. Donc il l'impose directement dans son double pivot. Et De Jong, il a les qualités pour jouer dans cette configuration. Après, le problème, c'est est-ce que avec l'association avec Pjanic, est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'on sait que Pjanic et De Jong, c'est deux joueurs qui sont quand même... Moi, je les vois relativement bas. Après, De Jong, il a les capacités pour jouer plus haut, etc. Mais est-ce que l'association des deux va fonctionner? C'est ça la question, parce qu'on sait aussi que Coman boycotte complètement Riqui Puig, qui pourrait jouer dans ce double pivot et apporter une qualité et une plus-value par rapport à De Jong ou à Pjanic en association. Mais il met les deux ensemble, donc à voir si De Jong et Pjanic parce qu'ils ont à peu près le même profil, donc est-ce que ça va fonctionner entre les deux? On verra. Pour Mhm. l'instant, il n'y a pas eu assez de matchs il n'y a eu que 4 matchs et puis il y a quand même un calendrier compliqué parce qu'on a parlé de Oui, Séville et de oui, le Getafe. C'est quand même calendrier deux est équipes dur. super dures à jouer. Si on prend du recul, on va pas non plus être méchant. Donc voilà, on Ouais, verra comment ça va se c'est passer. c'est sûr que vous avez joué certainement les deux meilleures équipes défensivement en Liga, surtout Ouais, Séville voilà. qui coulisse hyper bien et qui comporte un des meilleurs défenseurs actuellement du circuit qui est Julius Koundé. Yacine, est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter peut-être sur la dynamique du Barça actuellement? Ouais, bah alors bah le Barça, bah bon, on a vu la saison, j'ai même envie de dire cataclysmique de la saison dernière. Donc du renouveau avec Coman, j'ai été très surpris par le début de saison, notamment par le match contre le Celta Vigo, où vraiment en possession du ballon, tous les mouvements des joueurs, etc., ça m'a assez impressionné parce que j'avais vraiment plus l'habitude de voir ça avec le Barça de Setien ou de Valverde, où c'était vraiment il y avait une possession du ballon, une certaine possession du ballon en Liga, mais c'était très très stérile, notamment dû au manque de mouvement des joueurs. Et puis après, voilà, comme vous l'avez bien souligné, je pense que voilà, donc dès qu'il y a eu enfin, les deux dernières confrontations face à des équipes qui défendent assez bien, c'est un peu plus compliqué pour trouver les espaces, etc., chercher des relais, etc. Mais sinon, voilà, franchement, je suis pas mal surpris. Enfin, comment dire, agréablement surpris, on va dire, de ce début de saison du Barça, où voilà, il y a eu de bonnes choses et on peut voilà, s'appuyer sur quelque chose, notamment aussi avec euh, le fait d'avoir Coutinho en 10 qui fait un bon début de saison, je pense qu'on peut le dire. Un bon début de saison, etc. Où vraiment, voilà, personnellement, je me suis arrivé à penser que voilà, Coutinho et le Barça, c'était assez compliqué. Son retour, j'avais énormément de doutes là-dessus. Et finalement, je suis agréablement surpris par son rôle dans le 4-2-3-1 de Coman. Et puis, ouais, pour rebondir sur le double pivot, voilà, j'ai mes réserves quant au double pivot, surtout par rapport au profil de Jong, qui, je pense, est similaire à quelque chose près avec Busquets. Et je pense que voilà, sans son milieu box-to-box, on va dire, c'est un peu plus compliqué pour De Jong, même si voilà, ça tient la route. Et puis voilà, hein, pour le sinon, voilà, globalement, voilà, très agréablement surpris du renouveau avec Coman. Et puis voilà, hein. Ouais, il y a quand même des bonnes choses à en tirer. Ouais, voilà.
Ouais, donc globalement, on peut dire que la dynamique, elle est meilleure que, la dynamique du Barça, elle est meilleure que celui du Real. Bon, après, Bah, ça laisse plus d'espoir, ouais. ouais, c'est ça. Mais après, c'est normal qu'elle soit meilleure vu les deux boosts qu'on a vus face à Cadiz et Shakhtar. Moi, je voulais évoquer Messi aussi. Parce que, bizarrement, depuis le début de la saison, on évoque plein de joueurs côté Barça. On évoque les latéraux, on évoque Griezmann, on évoque Fati, des jeunes comme Pedri. Mais j'ai l'impression que Messi, alors peut-être que je me trompe, parce que j'ai pas vu tous les matchs, mais de ce que j'ai vu, il joue beaucoup plus haut. En tout cas, sa zone d'influence, elle est beaucoup plus haute que quand il était sous Valverde ou sous Sétienne, où il redescendait prendre les ballons au niveau de Busquets et il faisait toute la transition et plus devait créer dans les 30 derniers mètres. Je sais pas ce que t'en penses dedans. Ouais, bah on connaît la dépendance qu'avait Messi au Barça, donc enfin le Barça avec Messi plutôt. Donc Messi, toute l'animation offensive reportée sur lui et maintenant c'est un peu le reflet d'un renouveau collectif de voir que Messi s'incruste vraiment parmi les autres joueurs et que c'est plus le joueur voilà, c'est vraiment un joueur de l'équipe maintenant. Donc il joue vraiment plus haut, il est neuf et il est libéré des tâches défensives comme d'habitude, mais ça pose pas de problème parce que c'est le joueur le plus haut sur le terrain. Avant, ça avait tendance à créer des problèmes que Messi défendait pas, etc. Ça, il y a beaucoup de gens à qui ça posait problème. Maintenant, vu que c'est le plus haut sur le terrain, il y a un peu une cassure entre le fait que Messi défende pas et tout le reste de l'équipe qui défend. Donc voilà, c'est pas mal. Après Messi, on a l'impression qu'il dort un peu sur certains matchs. On sait pas vraiment si cette configuration-là, elle est optimale pour lui. Mais l'essentiel, c'est pas Messi, c'est quand même le collectif. Donc si ça va mieux comme ça, c'est le principal. Et puis bon, on connaît les qualités de Messi quand même. Face au Celta, il fait une excellente deuxième mi-temps. Avant-hier en Ligue des Champions, il sort un match 9 sur 10. Donc voilà, pour l'instant, il y a pas l'alarme à sonner côté Messi. Il s'incruste dans le collectif. Individuellement, il a toujours des séquences où il est incroyable. Donc voilà. Ça reste Messi, quoi. Voilà. Même s'il est un peu... Enfin, dans sa tête, il est un peu perdu, ça reste quand même le meilleur joueur du Bah, monde. peut-être que le fait que l'équipe repose moins sur lui, on voit peut-être un peu moins ses qualités. Après, on connaît Messi, face au Classico, il peut te sortir un, Oui, un- un moi. match parfait. Voilà. Ouais. Et toi, Rémi, toi, on t'a pas encore entendu sur le Barça, toi, de ce que t'as vu. Je sais que t'as vu Ouais, le match face à Getafe. ouais. C'est quoi ton ressenti? Franchement, globalement, bon, bah, du coup, moi, j'ai vu vraiment que ce match-là, et bah, que celui-là, du coup. Et moi, le ressenti que j'ai globalement, vous avez plus ou moins dit, notamment collectivement. Juste de ce que j'ai pu voir et même de ce que j'ai suivi un peu de très loin, j'ai l'impression quand même que Coman, il arrive à faire progresser, même plus que progresser des individualités, il arrive même à leur redonner vie, j'ai envie de dire, parce que Coutinho au Mm. Barça, un an avant, je pense que personne s'imaginait qu'il aurait même cette importance et même de l'influence dans un projet de jeu pour ce club. Et on voit que Man, il n'hésite pas à lancer des individualités qui apportent vraiment de la différence, que ce soit dans la percussion, dans l'animation offensive, comme avec Trincao ou Ansu Fati, dont on n'a peut-être pas encore parlé et dont on pourra peut-être parler par la suite quand on parlera du Classico en lui-même. Et vraiment, il y a la sensation il y a des individualités qui sont plus qu'essayées, il y a une tentative de les intégrer parce que justement, il y a vraiment des qualités qui peuvent apporter, que ce soit dans créer la différence ou même vraiment avoir une importance dans le jeu. Et ça se voit même, je pense, dans l'initiative de mettre en place un double pivot de Young Busquets, même si en soi, il semble être pas vraiment cohérent, notamment parce que Complémentaire, c'est hein. deux pros. Ouais, complémentaires, c'est mieux dit, complémentaires. Notamment du fait que c'est des profils assez similaires, que De Jong, c'est peut-être un joueur qui a besoin, bah déjà qui a besoin peut-être de plus toucher le ballon et qui a besoin peut-être d'avoir plus de responsabilités, notamment dans la relance, et que justement à côté de lui, un joueur qui se porterait plus vers l'avant, qui irait plus aller chercher l'espace et gratter les mètres.
donnerait davantage cette complémentarité qu'on attendrait plus pour ce milieu-là. Mais on sent qu'il y a une volonté vraiment de vouloir à la fois faire avec ses meilleurs éléments, mais aussi justement d'apporter des nouveaux éléments et des joueurs qui ont des qualités pour apporter de la différence. Maintenant, après, si on devait parler de la pertinence d'un double pivot, Busquets de Jong ou même Busquets Pjanic, je pense que ça c'est une question qu'on verra au fil de la saison, qu'on pourra déjà peut-être voir même face à une équipe comme le Real selon comment sera le match. Mais il y a des choses qui sont... Il y a des initiatives qui sont prises par Koeman, peut-être pas celles qui attendent le plus les Blaugrana, mais franchement, ça se voit quand même qu'on a un entraîneur de l'autre côté qui tente des Qui choses et travaille qui a tactiquement. un projet de jeu. Ça se Ouais, voit. surtout ça, ouais, qui travaille. Ou peut-être qu'on voit où il veut en venir, alors que nous, Ouais. chez nous, on voit pas du tout la ligne On voit rien. directrice. Et On voit juste des entraînements sur Insta de remise entre Zidane et Marcelo, quoi. ça. Bon, ben, je pense qu'on a été assez complet sur la dynamique du Barça. On va passer de, dans le match à venir samedi à 16h. Toi, Yas, si tu devais dire dans quelle zone de terrain va jouer le match tactiquement, tu penses ça va être où? Alors bah pour les deux côtés, moi j'opterais vraiment plus pour les côtés. Enfin pour les côtés. Voilà, du coup ouais, du coup je pense que côté Real ça se jouera offensivement sur le côté droit de Vinicius où c'est vraiment un endroit exploité vu la faiblesse de Sergi Roberto. Voilà, je pense que voilà, avec la folie d'un Vinicius sur ce genre de match, ça peut donner quelque chose. Et puis, bah, du coup, côté Barça, c'est bah, du coup le côté droit, le côté droit du Real aussi, où vraiment, il y a voilà, depuis la blessure de Carvajal, c'est assez compliqué à ce poste-là avec Nacho qui est très très limite tant offensivement que défensivement et où voilà, des joueurs de percussion tels Facci ou même Serginho Dest, bon apparemment Alba va revenir, mais voilà, je pense que c'est un côté qui peut être, enfin, c'est quelque chose qui peut être beaucoup exploité par le Barça. Après, avoir les différentes approches des deux coachs, mais je pense que voilà, les couloirs vont être très très intéressants à exploiter pour les deux équipes. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur les couloirs, surtout si Zidane aligne son 4-4 de losange. Mais Gabin, toi, tu penses que ça va être qui à droite, Dest ou Roberto? Honnêtement, pour pas être naïf, je te répondrais Roberto. Après, j'aimerais bien qu'il aligne Dest, mais je pense quand même que ça devrait être Sergio Roberto. Parce qu'avec tout ce que j'ai vu avec le Barça avant, je peux pas dire qu'il va aligner Dest et qu'il va sortir un 11. Voilà. Pour moi, ça sera Roberto. Et ailier droit, tu penses Coman va insister Je avec pense Griezmann Griezmann? aussi. Je pense Griezmann aussi. Moi, je pense Griezmann. Après, est-ce qu'il va aligner Trincao? C'est ça la question. Ça montrerait la personnalité de Coman, mais moi, honnêtement, je m'attends à voir Griezmann. Mhm. Toi, Rémi, on va revenir au Real. Toi, tu penses que tactiquement, le match va se jouer où? Je pense qu'il va, côté Real, il va se jouer dans l'axe, dans le sens où je pense que toi et moi, on est d'accord, on s'attend à avoir un 4-4 de losange, avec certainement Modric entre guillemets 10, avec du coup un trio derrière, Valverde, Kroos, Casemiro. Du coup, moi je pense qu'il se jouerait. Il se jouera dans l'axe, j'ai même envie de dire plus, même si en fait ça va être la zone où ils vont subir plutôt qu'ils vont créer. Ça va être dans les 30 premiers mètres plutôt que les 30 derniers parce que je pense que le Barça aura volonté d'aller quand même chercher assez haut le Real parce que quand tu connais bien la complexité qu'a cette équipe à relancer et à jouer sous pressing, je pense que c'est inévitable que Man ne s'attarde pas là-dessus.
Du coup, moi je pense que ça va vraiment être la zone qui va être décisive dans ce match. Et du coup, c'est là où tout va se jouer. Si vraiment le Real arrive à bien ressortir, ce qui serait assez étonnant vu l'état de forme actuel, tu auras la possibilité vraiment de jouer avec les espaces qui seront laissés par le Barça, avec Valverde qui déboule notamment axe droit, avec Vinicius, que moi je vois du coup titulaire samedi, et avec Benzema. Du coup, tu aurais la possibilité de jouer avec ces trois joueurs en transition offensive, et tu auras toujours Modric qui pourra porter le ballon et qui pourra notamment aérer l'équipe, que ce soit balle au pied avec son organisation de jeu, ou bien même sous pressing. Maintenant, moi, j'ai juste un doute si du coup on se retrouve avec cette composition-là. Donc un 4-4 de losange où on verrait Vinicius, Benzema devant, Modric en 10 et du coup le trio magique de milieu. C'est que moi, quand même, il manque un joueur essentiel, notamment dans la tenue du ballon et puis même dans les transitions et notamment dans les efforts défensifs. Mais ça, je pense que je te laisserai en parler mieux que moi. Je pense qu'il manquerait un joueur comme Isco dans cette configuration. Et même au-delà, je pense que même il faudrait mettre Isco et adapter cette configuration de sorte à ce qu'en fait, t'es Modric à la place de Valverde, car pour moi, Valverde a pas tellement sa place dans ce match-là, et pour la simple raison qu'en fait, le- l'abattement défensif qu'il a, parce qu'on sait qu'il y aura Nacho à droite et que Nacho défensivement va galérer tout le match, et donc on va se retrouver avec un Valverde qui va être essentiellement dans sa zone à droite et qui va devoir compenser énormément les largesses défensives tout en essayant de donner vie à l'aile droite. Donc il va jouer cette espèce de poste de faux piston droit, si on peut l'appeler comme ça. Et on va avoir un Modric qui va devoir redescendre dans la zone d'occupation de base sur le papier de Valverde. Donc en fait, il va jouer quasiment son rôle et celui d'un 10, entre guillemets. Étant donné l'état de forme de Modric, va falloir voir si ça va pas en pâtir sur sa performance et si on va pas avoir énormément de trous et d'espace. Et du coup, par là, un joueur comme Isco dans cette configuration, en meneur excentré à droite, donc du coup on serait sur un 4-3-3 classique, ça t'apporte tout autre chose. En sachant qu'Isco il a un réel abattement défensif et pourra aider justement, notamment sur l'aile droite. Modric qui sera beaucoup plus dans la zone qu'on lui connaît et qui aura un point de fixation avec Benzema et Isco pour se projeter, on aura beaucoup plus la main pour pouvoir être efficace en transition offensive, ce qui sera la clé du Real offensivement. Et on aura des possibilités, notamment pour Benzema, qui aura lui aussi du coup à davantage décrocher et tenter de donner vie à une animation offensive qui est déjà pas très cohérente, qui pourra s'appuyer sur Isco et Vinicius qui essaieront de lui apporter autour de lui des points d'inflexion. Moi, je pense que la clé, elle est vraiment là, mais à mon avis, et je pense que tu es assez d'accord avec moi, c'est qu'on aura de toute façon cette composition-là, qui est ce 4-4 de losange avec Valverde et Vinicius. Oui, moi je suis quasi certain de la compo que va mettre Zidane samedi. Mais le 4-4 de losange, la seule problématique, c'est que si tu joues en 4-4 de losange, surtout en Camp Nou, t'as intérêt d'avoir le ballon. Et Casemiro, Valverde, ils te permettent pas d'avoir cette tenue de balle, de gérer des temps faibles. Et depuis le début de la saison, on a vu avec le Real qu'il y avait aussi ce problème-là de pas savoir gérer les temps faibles, les transitions de l'adversaire. Si tu mets un Isco ou un 10 comme tu l'as suggéré, tu auras une tenue de balle plus que correcte et un apport offensif plus que Modric, parce que comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Modric va vachement redescendre et donc tu risques d'attaquer en sous-nombre seulement avec Vinicius, Benzema et les montées de Modric et les courses à droite de Valverde, mais ça fait très peu, tu vois. Donc Isco, ce serait peut-être la bonne solution, même si j'y crois pas une seconde à Isco au Barça. Par contre, pour moi, la clé tactique, ce sera la capacité de Zidane à redescendre son bloc
de jouer bas, même si je suis pas fan de ce style de foot, mais j'arrive pas à voir le Real aller chercher haut ce Barça-là avec un pressing, alors que Real n'a pas le Zidane, excuse-moi, a pas a pas du tout su comment organiser un pressing, que ce soit face au Shakhtar, face à Valladolid, enfin presque quasi tous les matchs depuis le début de la saison, sauf les 20 où j'ai trouvé que pendant 60 minutes, il y avait un pressing cohérent et bien organisé. Donc pour moi, au but de la fin, sans, 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 comment dire ça, euh, sans réfléchir beaucoup, Zidane devra mettre ce bloc bas. Et comme Gabin tout à l'heure nous l'a dit, le Barça a quand même quelques difficultés en bloc bas. Donc tu vas en compte nous. Si tu vas aller chercher haut, tu risques de te faire détruire en transition offensive comme face au Shakhtar. Surtout que tu as les joueurs pour Ansu Fati, De Jong avec des courses. Il peut te percer au milieu de terrain. Messi en transition, bah, ça reste Messi. Et même Griezmann, ça lui convient plus de jouer en transition comme à l'Atlético que être sur son aile droite et jouer en bloc bas. Donc pour moi, la clé elle sera là, c'est-à-dire que le Real joue bas et joue en transition en contre-attaque. Mais le problème, c'est que peut-être que t'as pas les joueurs pour, à part Vinicius. Et sinon, toi, Yas, comme facteur X joueur, tu vois qui sortir du lot samedi? Alors, bah pour ce match, moi personnellement, côté Real, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que vraiment Vinicius, ça va être vraiment un match où on va beaucoup compter sur lui dans une animation pauvre. Voilà, je pense que sa folie, elle peut vraiment apporter quelque chose à ce match pour côté Real. Je pense que voilà, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le côté, enfin le côté droit du Barça, si je dis pas de bêtises, est à exploiter. Et puis côté Barça, pareil, moi franchement je mettrais une petite pièce sur Ansu Fati qui nous fait un très bon début de saison et qui Et qui sera contre Nacho. oui, bah en plus voilà, donc je pense que voilà, il y a une carte à jouer côté pour Fati, et je pense que ça peut être un match où voilà, il peut frapper très très fort. Et puis voilà, je pense que vraiment Fati et Vinicius et Fati et Vinicius vont devoir entre guillemets assurer, mais voilà, je pense que ça serait vraiment les facteurs X pardon de côté Barça et Real. Et toi, Gabin, côté Barça, tu vois qui? Moi, côté Barça, comme a dit Yas, ça serait plutôt Ansu Fati, parce on connaît Nacho sur l'aile droite. On se rappelle de son classico sous Lopetegui où le Barça gagne 5-1 et qui se faisait déborder dans la profondeur par Alba. D'ailleurs, la présence d'Alba aussi, elle va être très importante pour le Barça s'il revient. Et puis côté Real, pareil, la présence sous nom de Vinicius. Donc c'est un peu le reflet de la déchance des deux équipes, de voir que c'est Fati et Vinicius, les deux joueurs peut-être les plus jeunes du 11, sur lesquels reposent, on va dire, les espoirs du match. Après, bon, côté Barça, il y a aussi Coutinho. À voir si Casemiro il s'en sort bien, parce que je pense que Casemiro il sera peut-être en marquage individuel sur Coutinho. Et puis voilà, globalement, ça va dépendre de l'approche du match de Coman avec Griezmann et Busquets. Est-ce qu'il va les mettre ou non? Voilà. Cette zone, elle risque d'être importante côté Mm. Barça parce que il y aura Coutinho, mais Messi peut s'insérer. Euh, Griezmann peut s'insérer aussi dans l'axe aussi. Donc, surtout avec le niveau de forme de Casemiro, moi en tout cas j'ai peur. J'ai peur de ce que ça peut donner. Et toi, Rémi, tu vois qui, allez, on va dire côté Real, être le facteur X, sortir du lot, être le meilleur joueur côté Ouais. Real? Côté Real, celui qui pourra en tout cas renverser le match s'il y arrive, je pense, c'est Vinicius. C'est le seul profil capable d'aller toujours tenter, toujours essayer de déstabiliser la défense adverse,
qui va essayer de repiquer dans l'axe, qui va tenter de tirer, qui va vraiment prendre des initiatives pour renverser le match. Et il l'a déjà fait dans des précédents classicos. Donc franchement, moi je vois que lui actuellement. Mais surtout que, je te Et coupe, désolé, surtout que si le vas-y. Real, si Zidane décide d'aller jouer bas, en joueur de transition, t'as quasiment que lui et Valverde par ses courses. Et surtout qu'on a vu que Ouais. l'axe du Barça avait beaucoup de mal sur cette vitesse-là. Et que Vinicius peut les prendre dans les dos. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi côté Real. Ça peut être le facteur X. Par contre, il faudra qu'il soit Mm. plus juste que face à Ouais. Cadiz ou Shakhtar. Mm. Ouais, après, de toute façon, là, depuis un petit moment, il commence à montrer une vraie progression, notamment dans le dernier geste, que ce soit dans les choix en termes de passe ou même dans le tir. Je trouve il s'est amélioré dans la frappe. Et il a eu vraiment, je trouve qu'il a une assez bonne. Il commence à se forger une petite finition. Mais moi, juste, côté Barça, je pensais à un facteur X, autre que ceux que vous avez cités. Moi, je pense vraiment que Coutinho, ça peut être le facteur X dans le sens où, étant donné l'état de forme comment dire, de Casemiro, les galères qu'on a à relancer et la zone d'influence qui semble être très forte dans les 30 derniers mètres du Barça et celle où on galère le plus, nos 30 premiers mètres. Moi, je pense sincèrement qu'il peut vraiment faire un gros match et même avoir des stats du style 2 passes D, un but. Et vu même son niveau de jeu actuel, moi je pense qu'il peut vraiment poser énormément de problèmes et être le gars qui va briller durant ce match côté Barça ou même sur l'ensemble des deux équipes. Ah, on verra ça samedi. Moi, pour donner mon facteur X, j'irai sur Federico Valverde. Euh, Encore une fois, tout dépend de l'approche que va avoir Zidane sur le match. S'il va aller chercher haut, s'il va, s'il va jouer bas, attendre le Barça. Si on joue bas, euh, j'ai confiance en Valverde à se projeter, à faire un abattement défensif parce que lui, c'est ce qu'il aime, à aller des Nacho à droite parce que en losange, t'auras Fati et peut-être Alba. Et Nacho, il va pas s'en sortir avec les deux. Donc, il faudra que quelqu'un aille compenser. Je pense que ça va être Valverde. Euh, Offensivement, lui, je le préfère dans cette configuration-là, c'est-à-dire abattre, courir avec ou sans ballon. Parce que bloc bas, je trouve que je vais être méchant, mais c'est un joueur qui est presque inutile quand le Real doit attaquer des espaces renfermés par l'adversaire. Je pense qu'il peut être un facteur X dans le sens où, comme on a évoqué, le Real peut attaquer en sous-nombre et lui peut aller faire cette course dans la surface, reprendre un centre, venir en deuxième rideau avec une frappe. Je pense que déjà il est capable de le faire et vu la configuration que je pense que ça va être, je pense que Zidane va aller jouer bas au Camp Nou, il, il peut être un facteur X. On Ouais, je va suis passer au assez d'accord. pronostic du coup. Toi, Yas, tu vois quoi comme score? Alors, pour le score, bah, moi, franchement, enfin, je donnerais vraiment un avantage Barça. Voilà, donc, compte tenu de la dynamique, voilà, il y a eu de bonnes choses, etc. Face à un Real où c'est très, très compliqué, etc. Après, donc, voilà, comme tu l'as si bien dit, je pense que côté Real, ça va vraiment jouer dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Donc, mais je pense que vraiment, voilà, le Barça, il y a un petit avantage et je donnerais vraiment un petit 2-1 pour le Barça. Et après, si on veut s'avancer sur les buteurs, je pense un petit but de Messi et Ansu et côté Real Vinicius. Toi, Gabin, j'imagine que tu vois le Barça. Ouais, je vois quand même le Barça gagner, même s'il n'y a pas d'énormes certitudes. Je pense quand même que, compte tenu de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est au-dessus du Real. Après, il y aura des temps forts des deux côtés, comme à tous les classicos, on connaît, hein, dans les antécédents du classico, il y a toujours des temps forts, que ce soit pour le Real ou pour le Barça, mais je vois quand même le Barça gagner, donc je dirais une victoire 2-1 aussi. Et ça m'étonnerait pas quand Ansu Fati mette un doublé, par exemple.
Ouais, bah, là, il sera. Là, la hype sera plus que Ouais, la jamais. lumière sur lui. Ouais. Et toi, Rémi, tu vois quoi? Moi, je vois deux scores, vu l'approche que va avoir Zidane. Soit on arrive vraiment, soit l'approche de Zidane fonctionne et on arrive à tenir un ignoble 0-0, voire sur un malentendu, on gagne 1-0 par la plus petite démarche, quoi. Soit, et je présage plus ce prono-là parce que je suis très pessimiste au vu de notre état, un score digne des dernières débâcles qu'on a pu manger contre le Barça avec plus de 3 buts de différence parce que réellement, là où ça va se jouer, c'est-à-dire dans nos 30 mètres, en termes de relance, si la compo est telle qu'on l'a donnée, je vois vraiment pas qui, à part Modric, peut nous sauver dans cette configuration, parce que vraiment, je pense notamment à Kroos qui, sous pressing, va, je pense, lâcher énormément de ballons et faire pas mal d'erreurs et avoir beaucoup de déchets. Mais pas que lui, au Donc, final. très simple. Pas que lui. Comment? Excuse-moi, je disais pas que lui. Sous pression, Ah j'ai. ouais, pas que Que ce lui, soit hein. Casemiro, que ce soit Valverde, c'est Enfin, pas des joueurs. ouais, Casemiro, ouais, C'est pas des joueurs qui vont, ouais, qui vont subir la pression, jouer dos au but, c'est s'en pour, ouais. sortir. Et c'est pour ça que, étant donné cette approche-là, moi j'ai très peur que malheureusement le score soit assez pléthorique côté Barça, quoi. Bah, moi, déjà avant de donner mon pronostic, à l'heure où on tourne, on sait pas si Ramos joue ou pas. De, Ouais, il y a eu, ouais. de ce qu'on sait, c'est qu'il s'est entraîné à part, donc pas avec les autres, donc on sait pas. Et franchement, si on va jouer là-bas bloc bas, euh, franchement, Sans Ramos. Sans sans Ramos, ça Ramos, va être dur, hein. Franchement, ça va être très dur. j'ai, Ah, Surtout honnêtement, je vu le passe match de de 3. chevreuil que Militao a proposé là, face au Shakhtar, Varane c'est pareil. Là, franchement, j'ai- ça va être déjà, vraiment compliqué. déjà sans Ramos, je pense déjà au but offert par Varane, l'habituel. But offert par Varane Ouais, sans Ramos. ouais, la Mais spéciale, hein. franchement, en pronostic, ça dépend vachement de si Ramos est là ou pas. Si Ramos est là, joue un partout, match fermé, parce que le Real là, on a lu comme quoi Zidane était sur la sellette et que s'il perdait, il allait se faire virer. Donc lui, je pense qu'il ne voudra absolument pas perdre, quitte à faire un nul au Camp Nou. Et le Barça, comme a du mal face au bloc bas, peut ne pas forcer à aller, ne pas aller chercher la gagne à tout prix, se contenter du nul, puisqu'ils ont un match au moins, donc les 3 points sont pas hyper importants encore à ce niveau de la saison. Donc je vais partout. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on a été suffisamment complet pour l'avant-match de ce Classico. On reviendra évidemment pour faire un débrief du match. On remercie Gabin et Yas d'être venus apporter leur expertise au podcast. Malgré les nombreux péripéties. Oh oui, de sacrées péripéties, on peut vous le Je garantir. tiens à dire, Craig. très très belle aventure. Je tiens à dire, je regrette rien malgré tout. Exceptionnel. Les vrais savent. Et on salue Craig. On salue Craig. Oh, Craig. On Si fait je une t'attrape. bise à Craig. Craig, on va te choper. Là. Ah ouais, on est gentil, on veut pas être censuré, on va s'arrêter là. On vous remercie, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à liker, à poster des commentaires. Partagez On va faire en surtout, sorte qu'il y ait les partagez. commentaires cette fois. Et Partagez. n'oublie pas les snaps dans la description. Ouais, on va mettre quelques instas des fantastiques chroniqueurs qui ont été présents durant ce Exactement. podcast. Et les gars, j'y venez pas les gars, Et on n'est pas là pour évidemment- débattre football tout le temps. Il y a des moments où il faut décompresser. Faites un effort. Voilà, on vous remercie et bien sûr, n'hésitez pas à venir parler avec nous sur ce dont on a abordé pendant le podcast, @saveurmerengue sur Twitter. Et on vous souhaite un bon classico. Et bonne écoute. Voilà. Salut. Salut, salut.